Plus j'en apprends, plus j'ai l'impression que ma quête de l'Atlantide n'est pas vaine. Oui, dans ma tête, j'ai cette voix sexy, laisse-moi tranquille. Tandis que je vois ce paysage, à la protée sauvage et aux routes serpentines, ondulant parmi les oliveraies qui grêlent les montagnes, aux arbres ramassés, aux branches torturées, giflés par un vent séculaire infatigable, je ne peux que comprendre que depuis toujours, cette île est terre de légende. Au détour d'un virage, la mer surgit entre deux pics, éclats saphir et aigues marines dans un écrin aride de rocailles. Je cherche les Atlantes à travers les Minoens, mais c'est également ici que Zeus, bébé, fut caché dans une grotte par sa mère et élevé par des nymphes, que Dédale construit son labyrinthe que parcourra Thésée suivant le fil d'Ariane pour affronter le Minotaure, et que notre continent tient son nom, l'Europe. Lorsque je regarde par la fenêtre, je ne sais pas si je vois un paysage ou un décor. On est presque comme écrasé par cette histoire. Presque... Ah, bordel, le camion. Ah, ça m'a niqué mon envolé lyrique. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est joli le paysage, blablabla. Ah, ça m'a saoulé. Me voici à l'ouest de la Crète. Je suis à Chania, aussi connu sous le nom de Lacanée pour nous. Et voici, en plein centre-ville, quelques ruines que l'on peut trouver de l'époque minoenne et gallo-romaine. Car oui, c'est un peu le problème ici, la ville n'a jamais cessé d'être habitée. Donc de l'époque minoenne jusqu'à nos jours, en passant par les Romains, puis les Byzantins, puis les Turcs, puis les Byzantins, ça n'a jamais arrêté. Du coup, la ville s'est construite en strates. Et c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de visite à faire, on est vraiment voilà, en plein centre-ville. Ce qu'on sait, à l'époque gallo-romaine en tout cas, la ville s'appelait Kydonia ou Sidonia, du nom de son fondateur mythique, le roi Sidon, fils d'Hermès, époux de Akacalis, fille de Minos, pardon, ça m'a déconcentré. L'âge d'or de Sidonia ou Kydonia, même si on ne sait pas le nom qu'elle avait à l'époque minoenne, comme d'habitude. Encore quelques ruines là. Son âge d'or a été, comme toutes les autres âges d'or de l'époque minoenne, entre moins 1900 et moins 1500. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je sais et ce qu'on peut savoir en tout cas là avec mes maigres moyens. Voilà, quand je vous dis que cette ville est bizarre et que c'est un millefeuille, voici les ruines du monastère Sainte-Marie des Miracles, je crois, qui date de 1606, voilà. Et en fait, non, surprise, c'est l'entrée d'un hôtel 4 étoiles, voilà, tout à fait moderne. Nous avons récupéré un bout, on fait le jardin à l'intérieur des ruines, très très bizarre, tout ça au milieu de la ville moderne, avançons un petit peu. Voilà, hop là, bâtiment détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas été reconstruit. Voilà, toujours coincé entre des bâtiments qui ont été rénovés, qui sont neufs. Là, en face, c'est une arche et des bouts de mur qui datent de l'époque byzantine. Voilà, on est bien. On continue. Voilà, retour sur les ruines minoennes, donc qui datent de moins 2000 ou moins 1500 par là. Là au bout, le mur vénitien qui date de 1645. Voilà. Cette ville est vraiment très particulière à ce niveau-là. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Là, on a une boutique de cannabis, voilà, parce que ici c'est légal. Cannabis, voilà, un hôtel. Et en dessous, nous avons, voilà, des ruines minoennes. Voilà. Ça n'a aucun sens. Oui, je suis à Festos, sur la côte sud de la Crète. C'est la seconde ville en termes d'importance après Knossos. Elle a été rénovée mais nettement moins saccagée on va dire et bétonnée que Knossos. Par exemple là je marche sur un dallage qui date de moins 1900. La ville a été détruite et reconstruite de nombreuses fois suite à des tremblements de terre. Et tout comme sa voisine Agia Triada qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, c'est aux alentours de moins 1500 que la cité est détruite une dernière fois par un séisme et finalement abandonnée. On est toujours sur cette date fatidique qui semble sonner le glas de la culture minoenne.
Hein, on voit très bien dans ces ruines, par exemple, un système de canalisation qui date toujours de cette époque-là. Par contre, si on a toujours ces villes détruites par des séismes, on a de ce côté de l'île, sur la côte sud, aucune trace d'un tsunami. Donc voilà, la théorie de l'Atlantide, on prend un sacré coup, hein, parce que je rappelle que l'Atlantide est censée avoir été entièrement submergée par les eaux et non pas juste un côté. Donc, force d'admettre que malgré toutes ces ressemblances, non, la Crète n'est pas l'Atlantide. Cela dit, je suis têtu et cette histoire de tsunami absolument gigantesque m'intrigue. Il a frappé uniquement la côte nord de l'île, c'est donc là qu'il trouve son origine. Direction, donc, le nord, à la source de ce fameux tsunami. Et au nord de la Crète, à environ 120 km, il y a Santorin. Taquino brasiliana, medio sombrero, clase, con caballeros, rotan, anzuelos, muy acena, con amigo de casa. Particulièrement intéressant pour nous parce qu'elle est extrêmement riche au niveau sismique et volcanique. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'une île, mais d'un ensemble d'îles. Et encore, il ne s'agit pas vraiment d'un ensemble d'îles, il s'agit d'une caldeira. On parle d'un diamètre de 8 km pour cette caldeira, donc c'est-à-dire le cratère d'un volcan. La caldeira la plus connue, Yellowstone, aux États-Unis, fait seulement 2,8 km de diamètre. Donc là, on est vraiment sur un cratère, une caldeira immense. Ça n'a pas toujours ressemblé à ça. Il y a 4000 ans à peu près, l'île centrale était plus grande. Et à cet endroit-là, en face là, ça communiquait déjà vers la mer, mais toutes les autres îles formaient un cercle concentrique autour de la première. On est donc sur à peu près deux îles qui étaient concentriques. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Juste au centre de l'île, il y avait la plus belle, la plus fertile des plaines, au centre de laquelle se dressait une butte. Poséidon construisit une digue extérieure qui fit de cette butte un enclos circulaire, à triple enceinte de mer, à double enceinte de terre. Cette plaine entourait la ville et était elle-même encerclée de montagnes qui se prolongeaient jusqu'à la mer. Voilà, alors oui, effectivement, Platon parle de 3 îles concentriques et non pas de 2, mais pour rappel, il écrit ça 1000 ans plus tard, et on est sur un conte, donc c'est romancé, c'est romancé, et donc du coup, ça serait pas la première fois qu'une histoire vraie est grossie, enjolivée. Donc pour moi, ça reste une bonne candidate, même si on n'est pas exactement sur la
enfin exactement, quand même, de ville concentrique, c'est quand même pas le truc le plus courant du monde. Et encore, cette île-là n'existait pas à l'époque de Platon. Il n'avait aucune possibilité de savoir qu'elle existait. Parce que, je vous le donne en mille, que s'est-il passé il y a 3500 ans? Une éruption. D'après les recherches du professeur Stephen Sparks, universitaire à l'université de Bristol, volcanologue et géologue, le magma a rempli intégralement la caldeira. Il estime à 100 km3 de lave. On parle d'une éruption 27 fois plus puissante que le Vésuve, 80 fois plus puissante que Sainte-Hélène, à une époque où le mot volcan n'existait pas encore, vu qu'il a été créé avec le Vésuve justement. C'est la plus grosse éruption des 10 000 dernières années. On est sur un truc absolument massif. Et ce n'est pas fini. Parce que, au-delà d'engloutir toute l'île sous les cendres et la lave, que se passe-t-il? Là, le magma était tellement dense que la caldeira s'est écroulée sur elle-même. Raz-de-marée, l'Atlantide est tombée au fond de l'eau. À l'époque de Platon, il reste donc plus grand chose de cette île. L'île centrale ne réapparaît qu'en 47 après JC, donc c'est plutôt récent, entre guillemets. Lui, il n'y a rien quand il écrit son texte, sachant que l'île actuelle qui est derrière moi n'existe que depuis 1950. Elle a grossi petit à petit et il n'est pas impossible qu'elle ne grossisse pas encore car elle est encore en activité. Pour résumer, on parle donc d'une île qui a été détruite à la fois par des séismes et engloutie par l'océan. Est-ce pour autant l'Atlantide? Platon parle d'un pays qui est habité par un peuple proche des Minoens qu'on a vu en Crète. La question est donc, l'île était-elle habitée il y a 3500 ans? Oui, Santorin était habité à l'époque. Je suis actuellement à Akrotiri, c'est la Pompéi, version Santorin. La ville a été ensevelie sous 700 mètres de cendres, ce qui l'a parfaitement conservé. Le plus fou, et ce qu'on remarque en premier, c'est que les bâtiments avaient entre 2 et 3 étages. Et le plus dingue, ils avaient une construction antisismique. Des poutres de bois étaient installées dans les murs, ce qui permettait d'absorber les vibrations. Une ossature souple, c'est exactement la même technologie qu'on a actuellement. Niveau technologique, ils avaient aussi, et ça c'est complètement fou, le tout à l'égout. On a retrouvé des toilettes dans les étages des maisons. Il faudra attendre 1000 ans pour que les Romains, réinventent cette technologie. En parlant de technologie, ils avaient également des instruments qu'on a trouvés ici, de cuisine, des ustensiles de cuisine en bronze, que ta grand-mère, elle a les mêmes. Elle a les mêmes en cuivre, certes, ou en fonte, mais elle a les mêmes. Technologie, mais pas que. En termes d'art, on a retrouvé énormément de fresques et d'objets artistiques de la vie de tous les jours, avec des fresques très colorées, qui font énormément penser aux descriptions que fait Platon de l'île, notamment une fresque qui représente la pêche et donc l'activité de l'île à l'époque où elle était habitée. Il était tout entier couvert de maisons nombreuses et serrées les unes contre les autres, et le canal et le plus grand port étaient remplis de vaisseaux et de marchands venus de tous les pays du monde, et de leur foule s'élevaient jour et nuit des cris, du tumulte et des bruits de toute espèce. On avait aménagé des temples nombreux pour beaucoup de dieux, force jardins et force gymnases. Sur cette butte centrale se dressait l'acropole avec son palais, son temple de Poséidon, ses statues, ses sources, son hippodrome, sa caserne de la garde. Donc imaginez une île habitée complètement, probablement surtout le pourtour, mais également l'île centrale devait être habitée. Sans doute, cette île était couverte de maisons, non pas blanches et bleues comme maintenant, mais blanches et rouges, la mode minoenne.
Probablement y avait-il un palais sur l'île centrale, des palais nobles, sûrement encore plus dingues que Knossos s'il y a eu. L'île de Terra, donc Santorin, était une plateforme maritime. On parle d'un monopole du commerce maritime via cette île, parce que ce port dans cette île, qui est dans cette île, permettait de protéger les bateaux effectivement des intempéries. On est donc très très proche de l'Atlantide, hein. Une île concentrique, enfin 2 îles concentriques, une richesse incroyable en termes d'art, également en termes de technologie. On est bien là, on est bien. La question étant, que sont-ils devenus? Parce que ici, contrairement à Pompéi, on n'a trouvé aucun corps. En fait, il y avait des tremblements de terre qui ont annoncé un peu le début de l'éruption. Du coup, les gens seraient partis, tout simplement. On a retrouvé des traces de reconstruction, donc certaines personnes étaient revenues, avaient commencé à restaurer et à réparer les bâtiments. Mais ceux-ci ont eu le temps de fuir. Sauf que, a-t-on oublié, il y a eu des coulées pyroclastiques. Ce sont des coulées, si vous vous souvenez bien de vos cours à l'école, qui peuvent faire plusieurs centaines de degrés Celsius et aller jusqu'à 720 km/h. Ils ont fui par la mer, évidemment, sauf que les nuées pyroclastiques ne sont pas arrêtées par l'eau. Au contraire, lorsqu'une nuée arrive sur la mer, elle vaporise l'eau, qui crée un nuage de vapeur, voilà, et elle va du coup flotter, voler sur l'eau, et cette vapeur va projeter la nuée sur encore plusieurs kilomètres dans la mer. Les bateaux des fuyards ont été tous rattrapés et détruits. Puis de toute façon, pour aller où finalement? Parce que, petit rappel, le tsunami qui va suivre va détruire une grande partie des ports de la Méditerranée, frapper toute la Crète, leur mère patrie, ainsi que tout le bassin, hein. Ça va jusqu'en Israël, on a vu qu'il y a 950 km d'ici. Donc vraiment peu de chances d'y échapper. On en arrive un peu au drame de cette civilisation. Plus de commerce maritime. La cendre recrachée par le volcan, toute la fumée, va créer un hiver volcanique. Une famine va s'en suivre. Les Minoens, qui survivent à tout ça, se sentent abandonnés par leurs dieux. Certains spécialistes parlent même de sacrifices humains qui auraient lieu en Crète. Ils ne sont pas tous d'accord, mais en tout cas, l'hypothèse existe. On est sur quelque chose d'assez grave. Ils ont une crise économique, une crise sociale, une crise politique, une crise religieuse. Il faudra quelques dizaines d'années seulement pour que les Minoens disparaissent. Voilà, ils ne vont jamais s'en remettre. Ils vont être conquis, ils vont s'autodétruire. Et vraiment, cette éruption de Santorin signera la fin de cette civilisation antique dont on ne connaît même pas le nom. La disparition de cette civilisation et la destruction de cette île, son véritable fleuron, marquent les esprits. D'anecdotes, il est transmis de génération en génération pour devenir l'histoire avec un grand H, mais d'histoire il deviendra légende, légende il deviendra mythe. Et c'est 1000 ans plus tard, lorsqu'un prêtre égyptien racontera cette histoire à un certain Platon, que celui-ci transformera ce mythe en un conte moral et qu'il nommera pour l'éternité cette civilisation l'Atlantide.